stay down, before the camera. Oui, No. il faut se baisser. No, it's not possible. Baissez les caméras, Vous êtes dans votre champ. Mais là, je suis dans le bureau. On n'est pas bien là. Parfait. Merci beaucoup. Please. C'est bon? Désolé, hein. Non, mais c'est pas grave.
Mesdames, Messieurs, est-ce que je peux vous demander de rejoindre vos places? May I kindly ask you to take your seat? Thank you very much. Mesdames et messieurs, nous allons commencer dans quelques minutes. Ladies and gentlemen, we're about to begin. Je vous invite à bien vouloir rejoindre vos places. We invite you to take your seats. Merci de vous assurer que vos téléphones sont en mode avion. Please make sure your mobile phones are on silent mode. Le sommet sur l'énergie nucléaire débutera très prochainement. The Nuclear Energy Summit will begin shortly. Mesdames et messieurs, nous allons commencer dans quelques minutes. Ladies and gentlemen, we are about to begin. Je vous invite à bien vouloir rejoindre vos places. We invite you to take your seats as soon as possible. Merci de vous assurer que vos téléphones sont en mode avion. Please do not forget to place your mobile phones on silent mode. Le sommet sur l'énergie nucléaire débutera très prochainement. The Nuclear Energy Summit is about to begin.
this on? Great. Well, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la République française, Madame la Présidente de la Commission européenne, chef d'État et de gouvernement, ministres, Monsieur le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, distingués invités, bienvenue à cette séquence de haut niveau du sommet de l'énergie nucléaire ici à Paris. Je suis Ariane Alcorta, la maîtresse des cérémonies. Aujourd'hui, je suis une journaliste internationale autour tous les événements de l'Europe. Nous nous retrouverons à un moment clé pour l'avenir énergétique. La demande mondiale d'électricité augmente rapidement, portée par l'électrification, les nouvelles technologies et aussi la croissance des économies. Dans le même temps, l'urgence de réduire les émissions de carbone n'a jamais été aussi forte. Dans ce contexte, l'énergie nucléaire revient au cœur des décisions. Elle est essentielle aujourd'hui pour fournir une électricité à grande échelle, fiable et à faible émission de carbone. Des caractéristiques cruciales pour répondre les objectifs climatiques et garantir la sécurité énergétique. Ce sommet réunit aujourd'hui des dirigeants du monde entier, des décideurs publics, des représentants de l'industrie, ainsi que la communauté scientifique afin d'échanger sur le rôle du nucléaire dans les systèmes énergétiques du demain. Depuis des décennies, la France est un leader mondial du nucléaire et dispose de l'un des systèmes électriques les plus fiables et décarbonés du monde. Nous allons à présent ouvrir cette session avec le discours inaugural. C'est pour cette raison que c'est mon honneur d'inviter à la tribune Monsieur, Son Excellence, le Président de la République française, Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Merci, Madame. Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement, Madame la Présidente de la Commission européenne, Monsieur le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les responsables d'organisations internationales, Mesdames, Messieurs les industriels, chercheurs, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. C'est un honneur pour la France d'accueillir aujourd'hui à Paris ce sommet international sur l'énergie nucléaire. Si nous sommes réunis ici, représentants de gouvernements, scientifiques, industriels et sociétés civiles, c'est parce que nous partageons une conviction simple. Nous avons besoin du nucléaire car il est une source de progrès, de prospérité, d'indépendance. Ce sommet se tient bien sûr dans un contexte particulier, parce que le mot de nucléaire est associé à un conflit en cours, en Iran et dans le Proche et Moyen-Orient, parce que ce sommet aussi arrive 15 ans, jour pour jour, après la catastrophe de Fukushima. Et j'ai en notre nom à tous une pensée de fraternité pour le peuple japonais endeuillé, les familles, les déplacés, les héros travailleurs, secours et ingénieurs qui ont consenti d'immenses sacrifices pour éviter le pire. En 15 ans, le monde a changé, rien n'efface cette douleur, elle est une exigence permanente à la sûreté, la vigilance et l'attention. Et depuis 2011, les leçons ont été tirées. Les normes, les contrôles déjà les plus sûrs ont été renforcés, les technologies ont évolué, ce qui permet de dire que l'énergie nucléaire est une énergie profondément sûre, par les garanties qu'elle apportait précédemment, et par celles qui ont été encore renforcées, et par la manière dont Fukushima a été gérée.
et la réalité du bilan humain qui s'en est suivi. Partout dans le monde, sur le continent européen aussi, nos réacteurs ont été soumis à des contrôles parmi les plus stricts de la planète. Des investissements massifs ont été faits durant les 15 années passées pour moderniser, innover, transformer. Dans ce domaine, le rôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique a été clé. Je veux vous en remercier, Monsieur le Directeur général, et avec vous vos équipes. Le rôle aussi des autorités de sûreté a été clé, et je veux les en remercier. Et en matière de sûreté et de sécurité, il ne saurait y avoir de nucléaire civil sans garantie. Et c'est cet ensemble qui a été porté par nos pays, ce corpus nouveau, alimenté par la science, proportionné, qui a permis d'avancer, de se tenir aujourd'hui avec une confiance retrouvée pleine et entière dans le nucléaire, fort de ce bilan passé, fort du travail des dernières années, de nos agences de sûreté, de nos industriels, de nos scientifiques, des investisseurs. Et fort aussi du travail de l'agence. Je l'ai évoqué en ouvrant mon propos. Vous avez mené un travail que je veux ici saluer pour éviter la prolifération. Vous l'avez mené pour alimenter les discussions avec l'Iran. Vous l'avez mené aussi pour préserver la sécurité et la sûreté du sol européen, Monsieur le Directeur général. Et comment ici ne pas avoir une pensée et une solidarité pleine et entière réaffirmée pour nos amis ukrainiens. Madame la Première ministre, vous le savez, les équipes de l'AIEA ont été mobilisées. Nous avons été plusieurs mobilisés depuis l'été 2022 sur la centrale ukrainienne de Zaporijia, illégalement occupée par la Russie, où à plusieurs reprises la sûreté a pu être mise en danger et où la communauté internationale s'est mobilisée, à la fois pour faire respecter votre souveraineté territoriale, mais aussi la sûreté nucléaire. Tout ceci nous rappelle ô combien que lorsqu'on parle de nucléaire, la question éthique toujours demeure, que ces débats doivent être éclairés par une science libre, ouverte, indépendante, et que ce que nous avons su bâtir dans nos pays à travers les autorités de sûreté est un trésor, et que ce que nous avons su bâtir à l'international avec les instances onusiennes, et en particulier l'AIEA, est ô combien à préserver. Je le dis dans un moment où on entend parfois les volontés un peu à l'emporte-pièce de balayer ce système qui serait devenu caduc. Non. Alors, quand on parle de nucléaire, ceci étant dit et ce contexte étant rappelé, ce qui s'est passé il y a 15 ans, la complexité de ces sujets, leur sensibilité géopolitique encore pleinement contemporaine, je le disais, le nucléaire est une source de progrès, de prospérité, parce que le nucléaire est une source d'énergie, en particulier de production d'électricité, qui permet de réconcilier 3 objectifs qui sont au cœur de nos ambitions, à nous tous. Et il y a ici des représentants des pays du monde entier. Nous voulons de la compétitivité, et donc une énergie produite qui soit le moins chère possible, qui permette de créer des emplois. Nous voulons résoudre les problèmes de la planète et donc baisser les émissions de CO2 en produisant cette énergie. Et nous voulons plus d'indépendance. Et on le voit dans le contexte géopolitique qui est le nôtre. Combien, lorsqu'on est trop dépendant des hydrocarbures, cela peut devenir un instrument de pression, voire de déstabilisation. Et je remercie l'Agence internationale de l'énergie et le G7 pour le très bon pilotage des travaux en la matière et pour aider à baisser le prix d'énergie fossile ces dernières heures. Et donc, le nucléaire permet de répondre à cette équation et d'apporter une réponse à ces 3 sujets. Parce que le nucléaire permet de produire de l'énergie en quantité compétitive et pilotable. Et dans le mix de nos pays, la France l'a choisi et l'a réaffirmé en 2022, nous avons un mix qui repose sur l'économie d'énergie, le renouvelable et le nucléaire. Parce que le nucléaire apporte une capacité à être pilotable bien plus que le renouvelable, il est un complément de cette énergie et il apporte la décarbonation. Et pour la soutenabilité de nos réseaux aussi, la possibilité de fournir de l'énergie pilotable, décarbonée, avec de la visibilité. Le nucléaire se produit sur notre sol, il apporte donc de l'indépendance. Partout où on fournit de l'énergie, de l'électricité qui est produite à base de nucléaire,
on est indépendant. Partout où on électrifie nos mobilités pour rouler à l'électrique avec un électrique décarboné produit sur notre sol, on accroît notre indépendance et on réduit les conséquences des soubresauts géopolitiques dans nos économies. Et puis, en étant compétitif, en étant décarboné, en étant pilotable, vous l'avez parfaitement dit à l'instant, il permet également d'apporter une réponse à l'électrification de nos pratiques, qui est clé pour la décarbonation de nos économies. Il permet de répondre aussi aux défis de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies qui sont ô combien gourmandes en électricité. Et je le dis parce que c'est un des dilemmes que le monde va avoir. On veut tous développer du quantique, de l'intelligence artificielle, et on veut tous rester compétitifs et on veut tous répondre aux objectifs de décarbonation de nos économies. Mais partout dans le monde où on veut créer de l'intelligence artificielle, des capacités de calcul, avec une énergie qui n'est pas encore là, ou avec plus d'énergie fossile, ou avec du nouveau forage qui crée des émissions, on ne réduit pas ce dilemme, on l'aggrave. En France, l'année dernière, on a exporté 90 TWh d'électricité décarbonée, grâce à notre parc nucléaire. On a la possibilité d'ouvrir des data centers, des capacités de calcul, d'être au cœur du défi de l'intelligence artificielle avec de l'énergie pilotable, décarbonée, disponible, ce qui est une chance. Donc pour toutes ces raisons, le nucléaire est la clé. Sans nucléaire, nous ne pourrons pas tenir dans nos économies l'objectif de décarbonation et la neutralité carbone en 2050, tout en continuant de créer des emplois et en ayant cette énergie pilotable et abondante. Et donc c'est pour ça que je voulais insister, c'est le cas dans le mix énergétique français, c'est le cas dans le mix européen, c'est le cas à l'échelle mondiale. Le nucléaire est clé pour réconcilier à la fois l'indépendance, et donc la souveraineté énergétique, la décarbonation et donc la neutralité carbone à horizon 2050, et la compétitivité et donc la création d'emplois de nos économies. Le nucléaire français a permis cela. Nous avons aujourd'hui une base installée que nous avons modernisée durant ces 15 dernières années par des projets d'investissement inédits. Nous avons réorganisé la filière. Nous sommes aujourd'hui dans une situation d'ailleurs très différente de celle de 2022 parce que le parc produit à plein, avec ses capacités même d'export. Et nous avons décidé 6 nouveaux EPR2 et nous avons aussi la programmation de 8 autres à venir. Et nous tiendrons dans 2 jours un conseil de politique nucléaire qui permettra d'acter de nouvelles décisions sur la base de la programmation pluriannuelle de l'énergie approuvée le 12 février dernier. Les choses avancent comme il se doit et c'est ainsi que nous pourrons collectivement progresser. Fort de tout cela, l'heure est à l'action. Si on part de ce constat clair, nous devons tous agir et je voulais juste revenir sur quelques axes d'action. Le premier, c'est que nous avons dans le monde des centrales qui fonctionnent et il faut les faire fonctionner. 10% de la production mondiale de l'électricité repose sur le nucléaire civil, avec environ 450 réacteurs en exploitation. Le premier objectif doit être de continuer à améliorer l'exploitation de celles-ci, de renforcer leur sûreté, leur sécurité, de continuer à investir. C'est le programme qu'a fait la France ces 15 dernières années. C'est rentable, c'est pertinent. Ça doit continuer d'avancer. Et au-delà des réacteurs en exploitation, on a près de 70 réacteurs qui sont en cours de construction et plus de 115 autres projets qui sont à l'étude. Et donc, investir pour rénover, améliorer la performance et la sûreté et investir sur les projets en cours, premier axe. Le deuxième axe, c'est de continuer de monter en cadence et pour cela de standardiser. C'est un axe fondamental si on veut gagner en compétitivité dans la filière. Standardiser entre nos pays pour faciliter le développement de réacteurs communs entre nos pays. Je pense notamment aux petits réacteurs modulaires. Nous pourrons avoir des gains économiques que si nous pouvons répliquer les réacteurs à l'identique entre nos pays. Partout où on standardise, on évite de faire des prototypes à répétition. Je dis ça, c'est l'expérience qu'on a tirée nous-mêmes de notre propre passé et des erreurs qu'on a pu commettre. On ne peut pas être rentable et compétitif
si on fait à chaque fois un nouveau prototype. Donc il faut standardiser, standardiser entre nos pays, standardiser entre les différents constructeurs au maximum pour bâtir là aussi des standards en termes de capacité, standardiser entre les énergéticiens et entre les pays. C'est un élément clé pour réduire les coûts, réduire les délais et nous assurer que le nucléaire sera au rendez-vous de la transition énergétique. C'est un élément clé pour accélérer et baisser les coûts pour nos sociétés. Pour cela, les autorités de sûreté doivent poursuivre le travail déjà largement engagé au sein de l'AIEA afin d'harmoniser les standards de sûreté. Au-delà des normes, ce sont les pratiques en matière d'autorisation, de contrôle, d'interprétation des normes qu'il faut là aussi faire évoluer. J'en appelle à l'AEN qui joue un rôle central. Enfin, c'est sur vous, industriels, que reposent aussi ces enjeux. Il est nécessaire de davantage coopérer. Certains secteurs ont su le faire pour permettre cette standardisation. Et si on prend l'aéronautique, l'aéronautique a su historiquement bâtir des standards, développer ces coopérations qui ont été ô combien utiles. Le troisième axe, c'est le financement. Nous devons arriver à mieux financer ces projets, qu'ils soient du nucléaire classique ou innovant. Et je le dis parce que nous revenons d'un monde, il y a 5-6 ans, où nous avions méthodiquement tout construit pour que rien ne puisse financer le nucléaire. D'ailleurs, nous, Européens, nous avions été champions en la matière. On avait méthodiquement tout fait pour que nos banques, nos assurances ne puissent jamais financer le nucléaire. Nous n'étions pas d'accord entre nous, donc il n'y avait pas de neutralité technologique dans nos règles de financement. Donc on revient de très loin. On a été très mauvais. Mais il y a une confiance qui est revenue, il y a une lucidité scientifique qui s'est établie. Je viens de la rappeler. Sans nucléaire, on ne peut pas rester compétitif et décarboné. Donc maintenant, il faut remobiliser notre finance. Alors en France, on l'a fait avec France 2030, qui est au cœur du financement de l'innovation pour créer les réacteurs de demain, la Caisse des dépôts, qui est très mobilisée également. On l'a refait ces dernières années en remettant de la neutralité technologique dans nos règles. Madame la Présidente et chers collègues, ainsi la Banque européenne d'investissement a confirmé son soutien à l'énergie nucléaire à travers plusieurs projets. Pour n'en citer qu'un, 400 millions d'euros pour le projet d'extension de l'usine d'enrichissement d'Orano. Et c'est un début, et nous souhaitons aller encore plus vite et plus loin. Et donc, on a besoin de continuer de mobiliser ces financements et de continuer à mobiliser les financements privés. À ce titre, je me félicite que des grands financeurs privés, des grands fonds internationaux vont vers le nucléaire parce qu'il y a de la rentabilité. Mais je pense que nous devrions nous réveiller pour que les banques et les assureurs aillent davantage vers le nucléaire. Personne ne peut ignorer ce qui s'est passé il y a quelques mois en Grande-Bretagne, ce qui est une chance formidable. Le grand projet auquel EDF participe ô combien a été largement financé, permettant d'alléger d'ailleurs les bilans des entreprises qui y participent, mais il est largement financé par des opérateurs de marché anglo-saxons. Et à cause de nos régulations, on n'y trouve pas les acteurs de marché classiques du financement de nos économies, que sont les banques et les assurances. Donc on devrait collectivement se réveiller pour être plus cohérents sur nos règles. Et donc, j'appelle chaque acteur, public et privé, à prendre sa part pour continuer de mobiliser les investissements en la matière. À ce titre, je salue les engagements qui sont pris dans les déclarations des institutions financières pour ce sommet. J'appelle aussi les banques et les fonds d'investissement qui doivent faire un effort. Capital risque pour les projets les plus risqués jusqu'aux schémas les plus classiques, comme c'est très bien fait au Royaume-Uni. Et je pense que nous, Européens, nous devons aller encore un cran plus loin. Depuis quelques années, le nucléaire est mieux intégré dans les législations, les stratégies européennes, et je veux vous en remercier, Madame la Présidente, chère Ursula. La semaine dernière encore, dans le règlement accélérateur industriel, ce fut le cas. C'est une avancée majeure, indispensable, qui va vers la neutralité technologique dont nous avons besoin. Je salue aussi l'inclusion partielle du nucléaire dans la taxonomie européenne des investissements, qui a été une étape importante. Mais nous devons aller un cran plus loin en incluant la totalité du cycle dans cette neutralité technologique, de la fabrication du combustible à son retraitement. Or, aujourd'hui, l'amont et l'aval étant encore exclus, nous ne sommes pas totalement dans la neutralité technologique et nous ne pouvons pas totalement être dans l'efficacité de nos financements. Nous devons aller aussi plus loin vers la neutralité technologique que j'évoquais. Les aides d'État, les mécanismes de soutien doivent être pleinement consolidés dans notre cadre européen pour assurer la réussite des projets nucléaires, du nouveau nucléaire au SMR, au même titre que les énergies renouvelables. La neutralité technologique est clé en la matière. Le quatrième axe, c'est qu'il nous faut bâtir des grands projets
Mutualiser, financer, créer de l'interconnexion. Et là, l'Europe est essentielle. Et nous avons besoin d'un grand projet important d'intérêt européen commun, le fameux IPCEI, au niveau européen pour le nucléaire. Comme on a su le faire sur l'hydrogène, sur les batteries, nous devons mobiliser des grands projets d'intérêt européen commun pour financer le nucléaire. Et en particulier pour financer les SMR. Ces Small Modular Reactors sont une opportunité en Europe pour inventer, explorer de nouvelles pratiques. La concurrence est extrême. Nos amis américains, canadiens, chinois sont à la pointe de ces innovations, accélèrent. Les Européens doivent rester dans la course. Nous les soutenons au niveau national à travers France 2030. Nos grands acteurs industriels les soutiennent. Je suis d'ailleurs heureux d'annoncer aujourd'hui l'avancée de plusieurs projets. Calogena et Jimmy, qui visent à déployer des réacteurs produisant de la chaleur, bénéficieront de financements complémentaires dans France 2030 pour accélérer. Et puis les projets comme Neward, portés par EDF, là aussi vont se consolider et sont à la pointe de notre ambition. Et de nombreux autres projets se développent autour de la fermeture du cycle ou des projets avancés. Cette dynamique existe sur le continent européen. Nous avons besoin de l'accélérer et nous avons besoin d'un IPCEI sur le nucléaire. C'est clé. Le cinquième axe, ce sont les réseaux. L'énergie nucléaire doit servir à bâtir cette Europe de l'énergie et de réseaux électriques que nous appelons de nos vœux, en créant de vraies connexions transfrontalières, en améliorant aussi le niveau de qualité des réseaux européens tels qu'ils existent. Parce que l'énergie est restée une compétence nationale, elle n'était pas dans le marché commun historiquement. On a laissé nos réseaux d'infrastructures électriques dans une situation très hétérogène en Europe. Certains sont parfaitement intégrés. Alors la France, avec sa tradition jacobine, qui parfois a des grands avantages, on a un réseau très centralisé, très intégré, et donc efficace, c'est une chance. On a d'autres pays qui sont plus fédéraux, où il y a plusieurs réseaux dans le pays. Puis on a des vrais défauts d'interconnexion entre nos pays. Et au fond, ce dont on a besoin pour développer le nucléaire, et pour que le nucléaire nourrisse le mix électrique européen qui permet de réconcilier compétitivité, climat, souveraineté, c'est de créer un marché de la libre circulation des électrons décarbonés. On a su le faire pour les personnes, les entreprises, il faut le faire pour les électrons, c'est pas compliqué. Et au fond, que ces électrons décarbonés soient produits avec de l'éolien en mer au large de la Belgique, avec du solaire en Grèce ou avec du nucléaire en France, on s'en fiche. Le tout, c'est qu'ils puissent circuler librement de manière optimisée pour pouvoir nourrir le mix électrique. Les réseaux, c'est un point clé pour notre Europe. C'est une réflexion que nous avons lancée avec l'Allemagne et la Pologne. Il faut maintenant l'accélérer. Le sixième axe, c'est plus de coopération internationale, en particulier pour la production de combustibles et la fermeture du cycle. On était pris à partie tout à l'heure par des militants sur encore les dépendances qui existent à l'égard de la Russie. C'est vrai, pour l'uranium. Raphaël me rappelait que c'est 40% de la production mondiale. Alors il y a ici beaucoup de pays qui produisent aussi et que je veux saluer. La Mongolie, le Kazakhstan sont là, sont des pays qui ont ouvert leur production et qui, s'ajoutant au Canada, à l'Australie, à l'Ouzbékistan et beaucoup d'autres, ont des réserves d'uranium. Mais on doit coopérer au niveau international pour avancer sur ce point, pour diversifier notre approvisionnement, c'est absolument clé, et sécuriser nos approvisionnements en uranium, pour moins dépendre, pour être moins dépendant des soubresauts géopolitiques. On doit aussi continuer à investir et innover pour enrichir davantage. Et là-dessus, la France, aux côtés de ses partenaires du G7, s'est engagée à accroître ses propres capacités d'enrichissement de l'uranium. Orano a initié l'extension de son usine d'enrichissement afin d'augmenter ses capacités de production de 30%, renforcer la souveraineté énergétique des pays occidentaux. D'autres projets doivent aussi émerger, et c'est absolument clé. Et les capacités d'enrichissement doivent aussi être soutenues par justement des coopérations nouvelles. Et la coopération entre Orano et le département d'État américain sur le projet HIKE est à cet égard un élément clé. Et puis c'est aussi pour ça qu'il faut continuer de financer nos projets de fermeture du cycle et de recyclage du combustible pour moins consommer d'uranium naturel, pour à terme nous en affranchir. La fermeture du cycle doit rester un objectif de nos grands projets innovants
Et c'est absolument clé, là aussi. Et il faut continuer de coopérer. Le Japon, la Corée du Sud sont des pays clés en la matière et les Européens veulent continuer ces partenariats avec eux. Et ça, c'est un axe absolument fondamental. Mais donc, plus de coopération internationale pour diversifier nos approvisionnements, pour continuer d'améliorer notre enrichissement d'uranium et pour fermer le cycle. Notre 7e axe d'effort, c'est la supply chain. Nous avons noué des partenariats nombreux. L'Alliance européenne nucléaire a été une construction importante de ces dernières années et je remercie les initiateurs et les acteurs. Il y a de la compétition, évidemment, entre les grands industriels, mais on a besoin de consolider, au fond, une chaîne européenne industrielle. Et c'est clé. C'est un peu le jumeau de la standardisation que j'évoquais comme point d'effort tout à l'heure. Mais cette supply chain européenne est clé si on veut développer de l'emploi partout en Europe grâce au nucléaire, si on veut gagner en compétitivité et si on veut structurer aussi toute une chaîne de sous-traitants dont on a ô combien besoin. Ce qui va avec un 8e axe d'effort qui est la question de la formation, des métiers et de l'attractivité. Tout ce qu'on se dit là ne peut réussir que si on continue, ou plutôt on réamorce la pompe de l'attractivité des métiers du nucléaire, de l'embauche des plus jeunes et de leur capacité à avoir des carrières dans la filière. Je remercie l'ensemble des acteurs de la filière qui sont mobilisés à ce titre, mais on doit réussir à mieux collaborer, réussir à attirer les plus jeunes, former et montrer que les métiers du nucléaire sont des métiers d'avenir dans tous nos pays. 250 000 emplois hautement qualifiés de compétitivité pour la filière nucléaire, environ 900 000 en Europe, d'après une étude de Nucléaire Europe. Nous allons devoir passer à 1 400 000 dans les prochaines années en Europe, en termes d'emploi. Et pour la France, ce sont plus de 100 000 personnes que nous devrons recruter au moins dans les 10 ans à venir. Ce qui veut dire que pour tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, il y a des emplois dans le nucléaire. Aujourd'hui, il y en aura demain. Il y aura des carrières dans le nucléaire, il y aura de la production dans des métiers qui se sont profondément transformés et qui permettent des progressions de carrière remarquables. Et donc, nous avons là aussi besoin de coopérer pour pouvoir attirer ces plus jeunes, les former, construire des carrières pour le nucléaire, qu'il s'agisse de nos grands industriels ou de leurs partenaires et de l'ensemble des filières. Et puis, le dernier axe d'effort, c'est enfin la recherche et développement. Nous voulons rester à la pointe, financer des projets, les projets sur la sûreté, la fermeture du cycle, les petits réacteurs modulaires. Ils sont clés et doivent continuer à alimenter nos grands axes d'efforts publics et publics-privés. Nous sommes aussi attachés à nos projets historiques. Je veux saluer les femmes et les hommes qui font vivre le projet ITER à Cadarache, qui nourrit l'espoir d'un progrès concret. Et nous croyons dans ces efforts et nous allons les maintenir. Et nous voulons continuer d'attirer et de former les meilleurs chercheurs en la matière. Je veux saluer ici la force du CEA, notre centre de recherche en France sur le sujet, mais aussi tous nos autres organismes de recherche pleinement mobilisés, en particulier le CNRS et nos grandes universités, et saluer les grands centres de recherche et universités en Europe, partout dans le monde, qui sont mobilisés sur ces questions, et dire combien, là aussi, pour avancer sur le nucléaire, nous avons besoin d'une science libre, indépendante, ouverte. Celle que nous avons portée il y a 1 an avec la présidente von der Leyen à la Sorbonne pour le programme Choose Europe for Science, et qui est ô combien nécessaire pour le nucléaire. Parce que cette science, elle doit être partagée par toutes et tous, et ça reboucle avec mon point initial, c'est toujours une question éthique qui est au cœur du nucléaire. Pour être à la hauteur de cette question éthique, elle doit toujours être éclairée par la science. Cette science doit alimenter les décisions des gouvernements, les choix et les innovations des industriels, mais cette science doit être aussi ouverte pour pouvoir être consultée par nos concitoyens, pour pouvoir être consultée par d'autres scientifiques, pour nourrir les controverses, permettre parfois certaines décisions, parfois arrêter certains projets à la lumière de la science ou les réorienter. Parce que la science libre et ouverte est la garantie des progrès technologiques qui sont au service de l'humanité. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques convictions que je voulais partager avec vous et ces axes d'effort auxquels je crois pour notre nucléaire à l'échelle internationale et tout particulièrement pour nous, Européens. Et au fond, je voulais
vous remercier d'être là aujourd'hui. Il y a 15 ans, nous étions au moment d'un drame, dans l'émotion. Nous avons su tous ensemble nous en relever en prenant les bonnes décisions, en n'oubliant rien, en ayant cette pensée affectueuse et grave pour nos amis japonais aujourd'hui, mais en regardant tout le chemin parcouru et en voyant aujourd'hui le nucléaire comme un véritable secteur d'avenir pour nos énergies, nos sociétés, nos pays. Merci à tous. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'ai maintenant le vrai plaisir d'inviter à la tribune Monsieur Rafael Mariano Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel, Madame President, dear friends, après les tableaux si complets, si compréhensifs et précis que le Président de la République a peints, il y a très peu de choses à ajouter. Mais peut-être la perspective de votre agence internationale est importante pour voir comment opérationnaliser quelques-uns de ces axes qu'Emmanuel nous a présentés. C'est clair, and I think we all agree that the conditions out there all point in the direction of integrating fully nuclear energy in our energy mixes. This doesn't mean that nuclear energy is going to be the dominating factor, not at all, not at all. What we are aiming at, as the President said, is intelligent, integrated energy systems that are going to be what we need in these days. It could be development, it could be electrification, it could be digitalization, it could be artificial intelligence. And in all these sectors, it is obvious that we are going to be needing answers that are predictable, answers that are reliable. And nuclear energy is there. Mais ceci ne va pas se passer comme ça, spontanément. Il y a des choses, il y a des obstacles qu'on doit dépasser, et je crois qu'elles ont été mentionnées. Et c'est bien de voir comment on peut s'y atteler. C'est quoi qu'il faut faire pour faciliter ça? On avait commencé cette réflexion commune déjà lors du premier sommet nucléaire à Bruxelles, Monsieur le Premier ministre. Donc là-bas, en 2024, on avait commencé ces schémas. Je pense que d'être ici aujourd'hui, et les dates sont là pour nous rappeler des échéances, des moments parfois durs, qui ont jalonné le parcours qui nous amène ici aujourd'hui à Paris 2026, avec cette combinaison de problèmes au niveau mondial. C'est clair, déjà en 2024, on avait déjà la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et la dimension, Madame Prime Minister, the nuclear dimension of that conflict, of course, with the dramatic situation around the Zaporizhia nuclear power plant, but also, and so importantly, to think that today it is nuclear energy that is sustaining your country. 70% of the energy that is sustaining Ukraine is nuclear energy. So when we say predictability, when we say reliability, we know what we are talking about. Et naturellement, les nouveaux débats à propos de la sécurité énergétique, qui n'existait pas il y a quelques années, a été aussi alimenté par cette source d'instabilité, et pour cause. Et c'est pour ça que les pays, vous, décideurs européens, asiatiques, africains, latino-américains, vous réfléchissez à ce que l'énergie nucléaire peut vous apporter. Non seulement dans l'aspect politique ou géostratégique, mais aussi
techniques et technologiques. C'est clair, avec l'énergie nucléaire, l'autonomie est là. Malgré les situations, malgré les dépendances qu'on pouvait avoir, évidemment, l'alternative nucléaire, c'est une source d'autonomie et de souveraineté. Monsieur le Président de la République, vous le disiez tout à l'heure. C'est pour ça, and it's not by coincidence, that so many countries in this beautiful continent of Europe, especially in Central and Eastern Europe, are doubling down for those that had nuclear and for those that didn't have nuclear, walking in that direction, because it is obvious that this is an alternative that is giving this. And of course, challenges that pre-existed and are not specifically political, but technological, environmental, related to climate change or global warming, in whichever form you want to address the problem, exist there. So in this convergence of these challenges out there, clearly there is a space for nuclear. Mais comme je le disais, il faut voir quels sont et où sont les problèmes. On parlait des standardisations. C'est vrai, il y a un chemin à faire, un long chemin à faire. Une industrie ne peut pas fleurir quand il y a quand on voit les copies révisées à chaque fois. Une industrie ne peut pas fleurir quand la régulation n'est pas harmonisée. And attention, of course, is not from the Director General, from the IEA that you're going to hear that we should loosen our safety and security requirements. Not at all. But we have to work closer together. We have to work in a way that doesn't take 4 or 5 years to license a nuclear power plant. Which business can work like that? But we are in that direction, and I'm confident that progress is being made in this important area. But of course, that is not all. And I think the issue of financing, and I'm very happy that in the programming of this meeting, we have decided to look and to take the bull by the horns when it comes to financing. It was not only, cher Emmanuel, ici en Europe, c'était partout. We have come to a point where financing nuclear was forbidden, as if it was some criminal activity. It was like that. Last year, and by not coincidence, and I'm very happy that it was here, I signed an historic agreement with Ajay Banga, the president of the World Bank, here in Paris, in the offices of the show. Jolie coïncidence, c'était ici, à Paris. And after that, immediately, things started to change. And we see now EBRD has been mentioned. We have signed also in Manila an important agreement with the Asian Development Bank. We have signed with the Latin American Development Bank, CAF. We are working with the African Development Bank so that this phenomenon, which is per se a global phenomenon, can have the instruments that are needed to make it happen. Because it's about that. After all, it's about that. You finished, Emmanuel, your words, and I'm finishing here, evoking this issue of the future, and the future that we need to build together. Et moi, j'ai pensé en français, que j'ai lu depuis ma jeunesse, avec beaucoup d'émotion, Antoine de Saint-Exupéry, qui avait un lien particulier avec mon pays aussi, l'Argentine, et qui disait, quand il s'agit de l'avenir, il ne faut pas les prévoir, il faut le faire possible, il faut le rendre possible. When it comes to the future, it is not enough to foresee it, we have to make it possible. And here, today, in Paris, we are doing just that. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you so much, Director General. Now it is my pleasure to welcome on stage Madame, or Her Excellency, Ursula von der Leyen, President of the European Commission. Thank you.
dear President Macron, cher Emmanuel, thank you for hosting this crucial summit here today. Presidents, Prime Ministers, Director General Grossi, Excellencies, ladies and gentlemen. Europe's electricity prices are structurally too high. This matters enormously because affordable electricity is not only important for our citizens' cost of living, but it is also decisive for our industrial competitiveness. The industries of the future, as you have said, rightly so, will be built on affordable electricity, because robotics and AI, just to name two, will drive the next wave of innovation and productivity across all industrial sectors. And both require affordable electricity in abundance. And that is why industrial competitiveness is increasingly determined by who can best produce, transport, store, and use abundant and affordable electricity. Now, Europe is neither an oil nor a gas producer. For fossil fuels, we are completely dependent on expensive and volatile imports. They are putting us at a structural disadvantage to other regions. And the current Middle East crisis gives a stark reminder of the vulnerability it creates. But we have homegrown energy sources, nuclear and renewable. And together they can become the joint guarantors of independence, security of supply, and competitiveness if we get it right now. Over the last decade, we have made great progress on renewables. Solar and wind have overtaken fossil fuels in the EU's power mix, and our European wind turbine manufacturers are global powerhouses. They are exporting high-tech, made in Europe to the world. The nuclear story, unfortunately, is different, and you described why. While in 1990, 1/3 of Europe's electricity came from nuclear, today it's only close to 15%. This reduction in the share of nuclear was a choice. And in hindsight, it was a strategic mistake for Europe to turn its back on a reliable, affordable source of low-emission power. This should change for two good reasons. First, because nuclear and renewables have a key role to play, this is not an either-or. It is in combination that they are most powerful. Because what we need is the best overall energy mix: clean, affordable, resilient, European. Renewables produce the lowest cost electrons, but they are volatile, depending on sun and wind. And sometimes the best sites are far from industrial demand centers. That is why we need also to invest in storage and in-demand flexibility and build out our grids. Nuclear energy is reliable, providing electricity all year around the clock. So the most efficient system combines nuclear and renewables and is underpinned by storage, flexibility, and grids. The second reason is that Europe has been a pioneer in nuclear technology and could once again lead the world in it. Next-generation nuclear reactors could become a European high-tech, high-value export. And this is what brings us to Paris here today. In the last years, we see a global revival of nuclear energy.
and Europe wants to be part of it. Last year, we changed our state aid rules to expand support to nuclear fission and fuels. We launched the world's first industrial alliance for small modular reactors. And we propose to invest over 5 billion euros in our next budget on fusion research, notably through ITER. But after years of declining investment, we need more to turn the tide. And this is why today we are presenting a new European strategy for small modular reactors as a Commission. Our goal is very simple. We want this new technology to be operational in Europe by the early 2030, so that it can play a key role alongside traditional nuclear reactors in a flexible, safe, and efficient energy system. We are proposing 3 main sets of measures. The first is we need simple rules. And you spoke about standardization. We will create regulatory sandboxes so that companies can test innovative technologies, and we will work with member states so that rules are aligned across borders. And the logic is very clear. When it is safe to deploy, it has to be simple to deploy all across Europe. Second, we need to mobilize investment. And today I can announce that we will create a 200 million euro guarantee to support investment in innovative nuclear technologies. And the resources will come from our emission trading system. Not only will we de-risk investments in these low-carbon technologies, we also want to give a clear signal for other investors to join. This is one concrete step, and it is part of a broader effort to improve the investment conditions for Europe's nuclear sector. My third point is this must be a joint European effort. The modular reactors business model needs scale, so operation across European borders is vital. And this is why we will work with member states to align their regulatory frameworks, speed up permitting, and develop the skills the sector needs. Companies from member states, but also from trusted partners, should also come together. For instance, they could co-invest in research, in testing facilities, and in creating European value chains for nuclear fuels. But our ambition is not limited to SMRs. We also need to strengthen the wider nuclear ecosystem. Let it be from fuels to technologies, from supply chains to skills, just to name a few. And this is also why we propose our clean energy investment strategy, to lower energy costs, to accelerate the deployment of clean technologies, and to open up more financing opportunities. Ladies and gentlemen, obviously, the nuclear race is on. But we know that Europe has everything it needs to lead. We have 500,000 highly skilled workers in nuclear, far more than the United States and China, actually. We lead global innovation in modular reactors. And now we have the ambition to move at speed and scale for Europe to be a global hub of next-generation nuclear energy. Thank you so much, and long live Europe. Thank you so much, Ms. von der Leyen. Now, nous allons à présent poursuivre avec les interventions de chefs d'État et aussi des gouvernements.
We are about to continue with the speeches of the heads of states and governments who are here in front of me. So we will be starting with His Excellency Mr. Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. Excellency Emmanuel Macron, President of the French Republic, our host, Excellencies, Heads of State and Government, Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency, distinguished ladies and gentlemen. I thank President Macron for bringing us together for this important and timely summit. Rwanda aims to be a high-income country by 2050. That requires abundant electricity, and that is why we have decided to make nuclear central to our strategy. It will diversify our energy mix while providing the stability required for industrial growth and long-term transformation. Achieving this requires strong institutions, sound regulation, and an educated workforce, and that is the foundation Rwanda is building. We are grateful to the IAEA for supporting the Rwanda Atomic Energy Board as well as our national regulator in this endeavor. Equally important is human capital. Hundreds of Rwandans have been trained in nuclear science and engineering through partnerships with leading global institutions. We have also introduced a new program in nuclear science at the University of Rwanda. Recently, the IAEA conducted an integrated nuclear infrastructure review in Rwanda and confirmed progress across the key pillars for a nuclear energy program. Our country is prepared to proceed through the agency's milestone approach to the next stage. Nuclear technology is evolving in ways that benefit countries with smaller grids, allowing Africa to be among the early adopters. Small modular reactors, in particular, are especially suited to Africa's requirements. I'm confident that Africa will emerge as one of the most important global markets for SMRs in the years ahead. This summit underscores the power of partnership. Our cooperation must advance on three priorities. First is financing. This has already been mentioned. Nuclear energy projects require tailored financing packages, which are still unfamiliar to development banks. Last year, the World Bank decided to end the ban on financing nuclear power projects. At COP28, governments called on international financing institutions to include nuclear energy in their portfolios. Now is the time to work together to make this shift a reality in Africa. The second aspect is technology cooperation. Countries entering
the nuclear energy sector should be integrated into the existing global supply chains. Access to engineering capability, skills, and industrial participation is what will allow local capacity to grow. Third, the international regulatory systems must remain clear and predictable. Nuclear energy is not too complex or risky for developing countries. The standards developed by the IAEA provide a universal framework that can be applied by countries at every income level. France is a leader in nuclear safety, and we look forward to growing our collaboration in this area. Climate responsibility is also a core aspect of our efforts, but cannot come at the expense of Africa's energy needs. Nuclear energy offers us the ability to significantly expand electricity while reducing the carbon footprint. In May of this year, Rwanda will host the 2026 Nuclear Energy Innovation Summit for Africa, NEISA. We are pleased that the Director General of the IAEA, alongside leaders from government, finance, and industry will join us as we take this conversation back to Africa. I extend a warm invitation to all of you to attend the summit in Kigali. Rwanda is determined to do what it takes to power our development with the nuclear energy, and we look forward to you being a part of this journey. I thank you for your kind attention. Merci, Excellence. Maintenant, j'invite à la tribune Monsieur Shang Wochin, représentant spécial du président Xi Jinping, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, vice-premier ministre de la République populaire de Chine. 尊敬的马克龙总统，尊敬的格勒西总干事，女士们、先生们、朋友们，很高兴作为中国国家主席习近平特别代表出席第2届核能峰会。我荣幸地转达习近平主席对法国举办峰会的良好祝愿，预祝峰会取得圆满成功。习近平主席深刻指出，和平利用核能事业是保障能源安全和应对气候变化的重要途径。中国始终坚持习近平主席提出的理性、协调、并进的核安全观。2025年9月，中国通过原子能法，进一步保障原子能研究、开发和和平利用。10月，中共20届四中全会审议通过了未来5年中国经济社会发展规划建议，强调坚持风光、水、核等多能并举。目前，中国大陆在运核电机组
60台，核菌及在建机组52台。2025年，中国核电发电量48.5万吉瓦时，相当于减排二氧化碳3.9亿吨。同时，全球首座第4代核电站高温气冷堆示范工程已经在中国建成投运。首座陆上商用模块化小型压水堆“玲珑1号”有望今年并网发电。可控核聚变研究正在从科学验证向工程实践迈进。中国始终是推动世界核能发展的生力军和贡献者，以实际行动作出积极贡献。女士们、先生们、朋友们，应对气候变化、保障能源安全是全人类面临的共同挑战。中方赞同法方提出的3倍核能宣言。实现宣言提出的宏大目标，需要我们坚持多边主义，加强团结协作，共同抵制单边主义、保护主义逆流。我们愿同各方携手，共同落实习近平主席提出的构建人类命运共同体的理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议。坚持创新驱动，塑造核能发展的新动能，打造公平、开放、公正、非歧视的国际科技环境，扩大和平利用核科研设施国际开放共享，加强小型模块化反应堆、可控核聚变等先进核能技术研发合作，以科技创新和产业创新深度融合，推动全球核能更好利用和发展。2、坚持安全骤急，应对核能发展的新挑战，携手应对核安全、核安保及防扩散挑战，深化核电站延寿退役、乏燃料及放射性废物管理等技术交流，促进核能新技术方向、新应用场景、标准、规则共建共商，推动构建公正、合作、共赢的国际核安全体系。3是坚持产业协作，开创核能发展新局面，深化国际分工协作，发展开放包容的铀资源、核燃料、核电等产业链供应链合作伙伴关系，加强核能产业链协作，并共同维护韧性。4是坚持合作共赢，共绘核能发展的新蓝图，充分发挥国际原子能机构等国际组织和多边机制的作用，支持发展中国家和平利用核能事业，缩小南北鸿沟，让核能更好造福各国繁荣发展。女士们、先生们、朋友们，绿色低碳转型是时代潮流，核能安全可持续发展事关全人类共同福祉。中方愿同各方一道，携手推动全球核能治理更加公正合理，发展更加普惠包容。
合作更加开放有序，为共建清洁、美丽、可持续的世界，构建人类命运共同体做出新的贡献。谢谢大家。Thank you so much, Mr. Vice Prime Minister. Now, I would like to invite on stage Mr. Andrej Plenković, Prime Minister of the Republic of Croatia. Welcome. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier, cher Emmanuel, pour votre accueil et pour l'organisation à Paris de ce 12e sommet sur l'énergie nucléaire. Dans le contexte géopolitique actuel, marqué par la poursuite de l'agression russe contre l'Ukraine et les guerres au Moyen-Orient, une évidence s'impose avec force. La sécurité énergétique n'est plus une notion abstraite, c'est une nécessité stratégique. Je me réjouis que l'énergie nucléaire retrouve aujourd'hui toute sa place dans la politique énergétique de l'Union européenne. En tant que technologie bas carbone et pilotable, elle est incontournable si l'on veut atteindre les objectifs ambitieux de décarbonation de l'Union européenne à l'horizon 2050 et renforcer notre indépendance énergétique. L'Europe exploite aujourd'hui près d'un tiers du parc nucléaire mondial. Pourtant, elle ne représente qu'un peu plus d'un dixième de nouvelles capacités en construction. Cela montre clairement que l'Europe a pris de retard dans le nouveau cycle de développement du nucléaire civil. Face à ce constat, la Croatie entend au contraire contribuer activement à la relance de cette dynamique en Europe. Contrairement à ce qu'indiquent la plupart des statistiques internationales, nous faisons partie des États producteurs d'énergie nucléaire. La Croatie est en effet copropriétaire à parts égales avec la Slovénie, cher ministre slovène est ici, de la centrale nucléaire de Krško, située sur le territoire slovène. L'électricité qui nous revient n'est donc pas importée, elle est rapatriée vers le territoire croate. Elle représente environ 20% de notre production et 16% de notre consommation d'électricité. Au niveau national, nous créons les conditions nécessaires au développement d'un programme nucléaire civil en Croatie. La semaine dernière, nous avons présenté une nouvelle loi établissant le cadre d'un programme nucléaire civil en Croatie fondé sur des technologies avancées. L'objectif est d'assurer une production d'électricité sûre, durable et conforme aux normes européennes. Dans cette perspective, les petits réacteurs modulaires, les SMR, revêtent une importance particulière car ils peuvent répondre aux défis des délais de construction et de la maîtrise des coûts. C'est dans cet esprit que la Croatie a rejoint l'Alliance nucléaire. Et parce que nous devons aussi préparer les technologies de demain, nous sommes également engagés dans le programme européen de fusion, notamment à travers des projets majeurs tels que ITER et DONES. Je suis convaincu que la fusion assurera la continuité de l'énergie nucléaire au-delà de 2050. Dans un monde marqué par l'incertitude, le nucléaire, fission aujourd'hui, fusion demain, est un choix stratégique pour la décarbonation, la compétitivité et la résilience de l'Europe. Au fond, c'est avant tout une question d'indépendance énergétique et de souveraineté politique, car l'Union européenne importe près de 60% de l'énergie qu'elle consomme, dont la quasi-totalité de son pétrole et de son gaz. Réduire cette dépendance
est un impératif économique et géopolitique. Le nucléaire ne résoudra pas tous nos défis énergétiques, mais sans lui, aucune solution crédible n'existe. Je vous remercie. Merci, Excellence. Maintenant, je invite à la tribune Son Excellence Monsieur Nikol Pachinian, Premier ministre de la République d'Arménie. Dear President Macron, Excellencies, ladies and gentlemen, I extend my sincere gratitude to the President of France for convening and generously hosting this important event, as well as to the International Atomic Energy Agency for its close collaboration. Following the first successful summit in Brussels in 2024, we are confident that this second summit in Paris will further foster cooperation among countries that have chosen to develop civil nuclear capacities and will promote real-world solutions for advancing the shared objectives of decarbonization and energy sovereignty. These objectives, together with growing global energy demands, have prompted a renewed examination of the competitiveness of nuclear power, and many countries now recognize that nuclear energy as a dispatchable, low-carbon power source can partner well with renewable energy sources rather than compete with them. Guided by this conviction, Armenia was among the first countries to fully support the declaration to triple nuclear energy by 2050 at COP28, and we welcome the first global stocktake assessing progress toward these Paris Agreement goals. The government of Armenia has also adopted a policy of maintaining nuclear energy as an essential factor of Armenia's energy security and as a central component of its energy mix. Ladies and gentlemen, today, with the advancement of safety technologies, the life extension of the existing nuclear fleet provides a timely and cost-effective path to net zero. In this vein, Armenia, as many countries present here, has launched a program to extend the operational lifetime of the Armenian nuclear power plant until 2036. This extension will lay a solid foundation for the smooth and secure transition towards a new nuclear power unit. To this end, our attention is centered on innovations in civil nuclear energy, particularly small modular reactor technologies